Bonjour, je m'appelle Teddy Kaberuka, je suis consultant et analyste économique. Après avoir suivi les accords de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, je vais faire une analyse purement économique pour discerner et comprendre quels sont les enjeux économiques des accords, sans toutefois aller loin du contexte socio-politique et sécuritaire de la région. Alors, ces accords entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, qui ont été signés hier à Washington, ont un aspect plus économique que politique, même si le devant a été pris par le président des États-Unis, qui est le médiateur chef, disons. Ici, je rappelle que les négociations ont commencé il y a plus de 8 mois, où il y a eu une déclaration de principe qui a été signée au mois d'avril entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et après cette déclaration de principe, il y a eu des négociations. Et finalement, qui a abouti à un accord qui a été signé au mois de juin entre les deux pays. Et ces accords étaient plus détaillés. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été discutés, clarifiés d'ailleurs par les négociateurs, mais aussi par le facilitateur des accords. Ces accords ont des grands axes, notamment la souveraineté et l'intégrité territoriale, l'axe sur le retrait des forces et des engagements militaires, l'axe sur le désarmement et intégration des groupes armés non étatiques, et l'axe sur l'intégration économique et régionale et ressources naturelles. Et c'est la grande partie où je vais consacrer euh, un peu du temps sur mon analyse. Alors, cet axe met en place un cadre d'intégration économique où il a été discuté, élaboré comment créer une chaîne d'approvisionnement des ressources minières, comment exploiter les différentes ressources naturelles entre les deux pays et comment développer les infrastructures qui peuvent stimuler le développement économique de la région. Ici, par exemple, il y a des grands projets qui ont été mentionnés. Il y a le corridor de Lubutu qui est un corridor qui relie l'axe ouest à l'axe est du Congo. Il y a aussi des grands projets d'infrastructure, d'électricité qui relient les deux, enfin, qui va relier les deux pays, d'ailleurs même le Burundi, parce qu'il y a des projets sur l'infrastructure, l'électricité, l'exploitation du gaz naturel du lac Kivu, qui sera entre les deux pays. Il y a aussi une grande partie de l'exploitation des chaînes de ressources minières, où l'extraction des terres rares, qui est aussi un autre concept qui est utilisé ces dernières années. Ici, pour éclaircir un peu nos auditeurs, les gens étaient habitués à écouter la terminologie des minéraux, les minéraux traditionnels, de l'or, de cobalt, du diamant, mais avec le développement technologique, avec les changements de contexte macroéconomique du monde, il y a une expansion de types de minéraux. C'est pourquoi ce n'est pas seulement les minéraux qu'on appelle les métaux lourds, mais aussi les terres rares, où par exemple il y a toute une multitude de terres qui sont exploitées, valorisées et produisent d'autres matières qui sont à la base, par exemple, des objets technologiques, avec les téléphones portables, avec la fabrication de drones, avec la fabrication
des engins avec la fabrication euh, des circuits intégrés, ce qu'on appelle les microchips, qui sont utilisés surtout en informatique, avec la fabrication aussi des objets utilisés dans l'aérospatiale, dans les avions. Tout ça c'est un progrès technologique qui amène ou qui sont à la base des besoins des terres rares. Et sans toutefois oublier les terres rares qui sont utilisées dans la fabrication des batteries, dans l'usage de l'automobile, les batteries électriques. Et avec le temps, ça se voit que le progrès technologique va au-delà des véhicules électriques, ça va arriver même aux avions électriques. Donc, ces accords ont une implication économique et les implications économiques définissent même la nature de ces accords. Bon, ce qui est visible, c'est que les accords vont ouvrir une coopération structurelle dans les secteurs extractifs et aussi la transformation des minéraux. Traditionnellement, on sait que les minéraux étaient extraits et exportés à l'état brut. Et ça, c'était le grand défi de nos économies africaines. Et d'ailleurs, ça reste un grand défi, parce que presque tout le pays extrait les minéraux, les met au conteneur et les embarque à l'étranger pour la transformation. Et malheureusement, c'est là où la valeur ajoutée ou la grande valeur des revenus, les pays les perdent. Alors, avec ces accords, il y a un cadre d'investissement qui permettra non seulement l'extraction de minéraux dans la région, mais aussi la transformation pour augmenter une valeur ajoutée, créer de l'emploi et avoir des devises pour financer d'autres projets de développement. Et donc, à mon avis, il y a un potentiel dans ces accords. Le deuxième volet, c'est l'investissement extérieur. Non seulement il y aura des compagnies, des organisations, des investisseurs qui viennent dans l'investissement pour l'extraction, mais aussi pour la transformation et l'acheminement. Donc, c'est vraiment toute la chaîne des valeurs qui va attirer les investisseurs et par conséquent donner de l'emploi à la population locale. En plus de ça, il y a un potentiel de voir les grandes entreprises qui sont dans la technologie d'investir non seulement dans l'extraction, mais aussi la fabrication des produits finis. Parce que si la région a un potentiel de produire les matières premières, si la région se donne aussi la capacité de transformer, de donner de la valeur aux terres rares qui sont extraites dans la région. Et donc, les fabricants des différents produits, notamment le produit électronique, la fabrication des batteries, tout le domaine de l'informatique, il y a possibilité de voir des grandes firmes avoir des unités de production de leurs appareils dans la région parce que la région a un potentiel énorme dans la disponibilité des matières premières. Évidemment, cela requiert d'autres atouts dans l'investissement. Ce n'est pas seulement la matière première, ce n'est pas seulement les produits semi-finis, mais aussi la technologie en soi, le savoir-faire, la capacité des pays de produire des bons ingénieurs, des gens expérimentés pour la fabrication des différents produits. Donc, il va de soi pour les États d'investir aussi dans le développement humain pour produire la main-d'œuvre qualifiée dans la production et la valorisation de ces différents potentiels existants. Il y a aussi la relance ou l'investissement dans les infrastructures de base, notamment les routes, notamment les ports, notamment les infrastructures qui permettent
de relier du point A au point B. Donc, c'est aussi les infrastructures qui stimulent aussi d'autres secteurs, non seulement le secteur minier, mais aussi le secteur agricole, le secteur du commerce, évidemment le secteur social où la population locale profite aussi de ces investissements. Il y a aussi dans le domaine infrastructure, il y a aussi l'investissement énorme dans la production et l'exploitation d'électricité, du gaz naturel. Évidemment, toutes ces industries ne peuvent pas fonctionner sans l'électricité. Donc, il en est de soi pour les pays d'investir dans la production d'électricité, donner l'électricité à la population locale, mais aussi être la source d'énergie pour ces différentes industries qui seront faites. Et donc, ces accords permettront cet environnement d'investissement dans l'industrialisation et surtout dans la source d'énergie. Alors, évidemment qu'il y a tout un potentiel dans le domaine économique, mais il y a aussi les risques et défis. Et les risques sont liés aux différents enjeux socio-sécuritaires, parce que même si on parle des accords entre le Rwanda et le Congo, il est connu qu'au Congo, il y a plus de 200 groupes armés qui revendiquent certains droits, mais ces accords ne couvrent pas ces groupes armés. Ça, c'est un défi majeur. Le deuxième défi, c'est la gouvernance et la mise en application de ces différents projets d'investissement, parce que c'est des projets qui requièrent des gros investissements et aussi l'environnement d'investissement, la gestion de ces projets. Et ça ressort des deux États, c'est déjà un défi, mais en plus de cela, il faut un cadre d'investissement qui doit être bien assaini pour permettre aux investisseurs étrangers, aux investisseurs locaux de pouvoir travailler et mettre en application ces investissements. En plus de cela, il y a, comme nous l'avions dit au début, à part les accords entre le Rwanda et le Congo, il y a les accords avec, entre le Congo et le groupe Fleuve Congo M23, qui sont les grands acteurs, surtout du côté sécuritaire. Et même au moment où il y a la signature entre les deux États, il y a les combats sur le terrain. Donc, tout ça ce sont des défis qu'il faut prendre en compte quand les deux pays essaient de négocier et mettre en place un mécanisme de pacification et d'investissement. Au-delà de contexte entre les deux pays, il y a le commerce transfrontalier qui existe déjà depuis la nuit du temps. Les deux pays ont je dirais, les échanges entre les deux pays ont toujours existé. Les populations locales continuent à travailler ensemble. Donc, je pense que quand on regarde le côté sécurité, côté diplomatique, il faut mettre en compte le contexte existant. Et même au moment où on parle, la population entre les deux pays échange. Il y a le commerce transfrontalier qui existe déjà. Donc, c'est un accord qui vient concrétiser la relation existante entre la population. Il n'y a aucun problème entre les populations locales parce que les gens travaillent déjà ensemble. Il y a les Congolais qui viennent au Rwanda, il y a les Rwandais qui traversent les frontières. Le grand défi était un défi diplomatique, sécuritaire, où les États devraient
mettre en place un mécanisme de collaboration entre les deux. Sinon, la population locale, les échanges existent, le commerce existe. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que euh, la région, quand je parle de la région, je parle de la région de l'Afrique de l'Est. Je parle des pays comme le Kenya, je parle des pays comme le Burundi, comme la Tanzanie. La région de l'Est joue un rôle important dans la redynamisation, dans la, la promotion de la paix. Parce que, pour être plus concret, euh, la région de l'Est du Congo est ravitaillée à partir de l'axe, soit du corridor central, qui est l'axe qui relie l'Est du Congo, le Rwanda et la Tanzanie pour aller au port de Dar es Salaam, ce qu'on appelle le corridor central. Et la même région peut être ravitaillée en utilisant le corridor nord, qu'on appelle le corridor nord. C'est un corridor qui relie l'Est du Congo, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, en utilisant le port de Mombasa. Donc, ces deux axes, comme je le disais tantôt, les pays de l'Afrique de l'Est vont jouer un rôle primordial dans le développement de la région. C'est pourquoi d'ailleurs, on a vu les chefs de l'État qui ont participé, qui ont aussi donné leur engagement dans la contribution des retours de la paix, parce que les deux axes, que ce soit l'axe central, que ce soit l'axe, le corridor nord, c'est là où toutes les marchandises, que ce soit les marchandises importées du marché international vers le Congo ou vers le Rwanda, et que ce soit de l'exportation du Congo ou du Rwanda vers le marché international, utilisent ces corridors. C'est pourquoi ça se justifie d'avoir des bons accords, des bonnes relations bilatérales ou régionales avec le Congo, le Rwanda, le Burundi, le Kenya et la Tanzanie pour faciliter l'accès au marché international. Le dernier point qu'il faut souligner, c'est que euh, la région a toujours eu il y a eu un cycle de conflits. À chaque épisode correspondait certaines résolutions, mais pour l'instant, presque tous ces pays, que ce soit le Rwanda, que ce soit le Congo, que ce soit le Burundi, tous ces pays ont des réfugiés qui sont éparpillés dans la région. Donc, c'est pourquoi les accords aussi ont touché un point important, le retour des réfugiés, parce que si la région prend la décision de pacification, le retour des réfugiés, il y aura un afflux de la population, des réfugiés rwandais qui sont au Congo, qui doivent être rapatriés, des réfugiés congolais qui sont rwandais, qui doivent être rapatriés, des réfugiés congolais qui sont en Ouganda, qui doivent être rapatriés, qui sont au Kenya, qui doivent être rapatriés. Donc, il y a un afflux de personnes, le mouvement de personnes et de biens, évidemment, parce que les gens qui ont habité en exil depuis 30 ans, vous pouvez imaginer, ils ont aussi des patrimoines, ce n'est pas seulement les gens qui rentrent au pays, mais aussi il y a toute une vie qui doit être reconstituée. Donc, ça explique pourquoi les pays doivent travailler ensemble pour même faciliter le retour de ces réfugiés avec leurs biens, évidemment. La majorité n'ont pas beaucoup, mais il y a toujours de biens que les gens doivent déplacer quand ils rentrent dans leur pays d'origine. Et aussi, au-delà des réfugiés de rentrer, il y a même des gens, la population qui peut décider de ne pas rentrer, disons, pour se réinstaller au pays, mais vivre dans les pays qui les ont accueillis parce qu'ils ont fait les affaires aussi. Ça, c'est un autre aspect qu'il faut aussi considérer. Donc, il faut que les pays travaillent ensemble pour la population qui décide de rester. Il faut qu'il y ait des accords d'intégration de ces populations. Donc,
parfois, c'est pas trop souligné parce que ce n'est pas des revendications militaro-politiques, mais aussi sont des aspects qu'il faut considérer quand les pays entament la piste de dialogue et la réinstallation de la population. Il y a toujours une question qui se pose, hein. Pourquoi les grandes puissances ont une attention particulière au continent africain? Évidemment, la raison est simple, c'est le contrôle des ressources naturelles qui permet aux grandes puissances de nourrir leurs économies, surtout l'accès aux ressources minières, l'accès aux matières premières, que ce soit les matières premières agricoles, mais cela vient avec d'autres enjeux économiques et politiques, surtout la monopolisation des contrats d'exploitation des matières premières. En faisant un peu un regard en arrière vers les années 60, quand les pays africains devenaient indépendants, c'était une période où la plupart des pays industrialisés faisaient une priorité dans l'industrialisation après la révolution industrielle. Donc, la grande partie des pays voulaient les matières premières pour nourrir leurs industries, pour la fabrication des machines, pour la fabrication des équipements. Et cela a eu un effet sur les pays africains parce que les pays africains fournissaient des matières premières aux pays développés. Et c'est comme ça que les pays développés ont gardé une mainmise sur les économies africaines dans l'achat des matières premières. Et ce soi-disant échange, c'était un échange déséquilibré parce que les pays africains étaient pillés des matières premières qui se payaient à des prix très bas et parfois ne pas être payés parce que dans la plupart des pays, il y avait l'influence politico-militaire. Par exemple, les colonies qui étaient en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'était une période où le continent africain a souffert beaucoup de l'exploitation et même de l'exploitation extrême des matières premières. Cela a été suivi par une autre vague de néocolonialisme dans le contrôle et l'exploitation de ressources naturelles comme le pétrole et d'autres ressources naturelles comme le bois, comme les matières premières agricoles, le cacao, les terres. Et la réalité était la même, où les pays africains produisaient la matière première à l'état brut et les grandes puissances exportaient pour augmenter la valeur ajoutée. Et cela a nourri l'industrialisation des pays du Nord. Et donc, cette influence a continué jusqu'aux années 90, jusqu'aux années 2000. Et à un certain moment, les pays ont réalisé que non, il fallait couper ce schéma. Et cela a été la source de l'insécurité, des coups d'État répétés parce que les pays ont compris qu'il fallait arrêter et les grandes puissances ont, d'une façon indirecte, ont manigancé les coups d'État. Et tout cela est venu avec un prix, le contrôle des matières premières, le contrôle de chaînes d'approvisionnement pour alimenter l'industrialisation. Et avec la croissance des pays de l'Asie de l'Est, comme la Chine, comme l'Inde, comme la Malaisie et d'autres pays de l'Asie de l'Est,
il y a eu un changement de contrôle des ressources naturelles parce que ces pays sont venus comme des grands acteurs de développement économique. Ils ont commencé à négocier des contrats avec les pays africains pour la fourniture et l'approvisionnement des matières premières. Donc, ces pays sont venus, je dirais, dans un silence stratégique. Ils ont signé des contrats avec des pays africains pour, encore une fois, l'exploitation des matières premières. Cela a donné de l'alternative aux pays africains, mais aussi ça n'a pas résolu le problème de l'accès aux ressources parce que les pays africains toujours recevaient moins de valeur par rapport à ce que les ressources devraient leur apporter. Et donc, tout ça, ce sont des enjeux macroéconomiques, politico-sécuritaires qui ont une interconnexion à ne pas exclure dans le contexte actuel de la région des Grands Lacs. Parce que quand tu regardes les différents contrats qui ont été signés à partir des années 2000, 2005, 2010, 2015, avec les pays de l'Afrique centrale, il y a toujours cette main des multinationales, des grandes firmes qui ont exploité les matières premières et cela a engendré aussi beaucoup de revendications. Il y a beaucoup de rapports qui ont été faits par les différents groupes de lobby qui parlent par exemple de euh, les matières qui ont été exploitées, du sang, et les grandes entreprises ont été pointées du doigt parce que quand tu regardes par exemple l'exploitation des coltans au niveau de la région, la finalité du coltan, c'est pas dans la région. Le coltan qui est exploité dans les carrés miniers, n'importe quel pays, ils finissent dans les téléphones portables qui reviennent dans la région encore comme produits finis et produits de consommation. Il y a aussi, du moment où on parle, il y a une grande demande dans le secteur énergétique, surtout dans les batteries électriques, dans l'automobile, le transport aérien, le maritime. Tout ça, je dirais, c'est une autre phase, une autre phase qui demande un autre type de terres rares, comme on le dit. Et cela, pour les analystes, ils disent, voilà, c'est une autre phase de développement qui arrive et les grandes puissances commencent à placer leurs entreprises dans l'exploitation des matières premières afin de nourrir l'industrialisation actuelle, mais aussi l'industrialisation du futur. Parce que quand on parle de l'énergie verte, c'est une industrialisation qui utilise les matières premières. Non seulement la vieille technologie sera remplacée, mais aussi le contrôle de la vie économique du monde entier. Parce que quand on parle de la technologie basée sur le savoir, la société sera dépendante de cette énergie. Donc, il en est de soi avec tous les pays de savoir comment exploiter et intégrer ces changements industriels qui est en place. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Cela n'est pas autre que le contrôle de ressources, le contrôle de connaissances, mais aussi la valorisation des connaissances existantes où la technologie sera à la base de tout ce qu'on fait, que ce soit dans l'agriculture, on aura besoin d'exploiter la technologie, que ce soit dans le domaine médical, le domaine sécuritaire. Et donc, il en est dans l'obligation des pays de commencer à s'aligner dans le développement des ressources naturelles. Merci.